bienvenue à notre conférence hebdomadaire. Merci à ceux qui nous ont rejoints ce matin et bonjour également à ceux qui nous réécouteront au courant de la semaine, puisque désormais notre conférence hebdomadaire est disponible en réécoute sur notre chaîne YouTube. Je profite de votre présence pour vous souhaiter évidemment tous nos vœux de la part de toute l'équipe d'Idemicas pour cette année 2026. On vous souhaite évidemment une année riche en réussite et en performance. Une année qui commence, je dirais, en fanfare, à la fois sur le plan géopolitique, avec beaucoup de nouvelles à ce niveau-là, et puis sur le plan boursier avec des indices qui sont depuis le début de l'année dans le vert et qui sont, je dirais, à peu près dans toutes les places mondiales en hausse, avec un secteur de la défense qui est encore très porteur. En Europe, on peut noter par exemple que sur l'Eurostoxx 600, 8 des 10 plus fortes hausses de la semaine concernent des valeurs liées à la défense. C'est également un peu la même chose aux États-Unis. Il faut dire qu'entre l'intervention américaine au Venezuela, les annonces de Donald Trump d'augmentation très forte du budget militaire, sans oublier son intérêt affiché pour le Groenland, évidemment, le secteur de la défense est au milieu de toutes les discussions et bénéficie de perspectives de croissance très importantes. Le début de l'année le début de l'année confirme qu'il faudra également être très réactif et s'habituer aux annonces et aux décisions de l'administration américaine. Évidemment, l'information de ce matin, c'était l'enquête qui a été ouverte à l'encontre de Jerome Powell et de la Fed. Et donc ça a évidemment renforcé la volatilité des marchés ce matin, et c'est probablement des choses auxquelles il faudra désormais s'habituer. Si je fais le bilan de cette semaine, on a donc des indices qui sont montés de près de 1,5 à 2% aux États-Unis, plus de 2% en Europe, avec en particulier l'Allemagne qui a très bien performé, avec des DAX qui gagnent 3% et un MDAX qui est à quasiment plus 4 cette semaine, ce qui porte la performance à déjà plus 5% depuis le début de l'année. Plus près de nous, le CAC 40 a donc progressé de 2% cette semaine. Il a atteint des niveaux records, finissant la séance de vendredi à 8362 points. Donc une hausse de 2%, 63% de valeur en hausse. Et donc sur ces valeurs en hausse, comme je l'évoquais, évidemment, le secteur de la défense est le principal contributeur, avec Thales qui a bondi de 13,2%. Et qui est quasiment à plus 16% depuis le début de l'année. On notera que UBS a confirmé sa recommandation à l'achat et a relevé son objectif de cours de 360 à 380 euros sur le titre. Toujours dans un secteur global de la défense, Airbus a également enregistré une bonne semaine avec plus 5,6%, tandis que Safran a gagné près de 3% également. Du côté des hausses, on a BNP Paribas qui a progressé de 6,4%. Le secteur bancaire qui était un des grands gagnants de l'année 2025 donc commence globalement bien, en particulier en tout cas pour BNP Paribas, puisque les évolutions étaient quand même assez contrastées cette semaine. À l'inverse de BNP Paribas, il y a eu des prises de bénéfices sur Société Générale. Il faut rappeler que Société Générale a été de loin le meilleur performeur du CAC 40 l'an passé. Ce qui me permet d'évoquer notre rétrospective 2025 que nous avons publiée vendredi et qui vous permettra de retrouver toutes les performances par indice et toutes les grandes évolutions sur la place parisienne ainsi que sur les principaux indices small et mid européens. Mais donc pour revenir à Société Générale, il y a assez logiquement quelques prises de bénéfices et on a noté notamment Kepler-Chevreux qui est passé d'acheter à léger sur la valeur, alors qu'à l'inverse, BNP Paribas a bénéficié d'une série de recommandations plus positives de la part d'UBS ou JP Morgan, par exemple.
Enfin, quelques autres évolutions positives à noter. Eurofins Scientifique, plus 11,7%. Là aussi, un changement de recommandation qui tire le titre. Cette fois, c'est Exane BNP Paribas qui a relevé sa recommandation, passant de sous-performance à surperformance et tout en relevant largement son objectif de cours à 75 euros. Ce qui ne change pas trop par rapport à l'an dernier, c'est que les constructeurs automobiles sont toujours à la peine. Et cette fois, c'est Renault qui a cédé 7%. Il faut dire que dans une note de broker, il était précisé que le constructeur automobile pourrait manquer son objectif de rentabilité pour l'exercice 2026. Dans le sillage de Renault, Stellantis est également à moins 3,1%. Enfin, la dernière baisse qu'on voulait noter, c'est Saint-Gobain qui a cédé 2,8%, alors qu'UBS est passé de neutre à vendre sur la valeur. Du côté du Next 20, on a une semaine qui est à peu près en ligne avec celle du CAC 40. On a une progression de 1,8%, 60% de valeur en hausse. Et je ne vais pas vous surprendre, c'est Dassault Aviation qui tire l'indice avec une progression de 10,1%, plus 12,7% depuis le 1er janvier pour le groupe spécialiste de l'aviation militaire. Deutsche Bank comme UBS vise 330 euros partie sur la valeur. L'autre titre qui a animé le Next 20, c'est GTT. GTT qui gagne 8,3%. Le groupe a annoncé une série de contrats depuis le début de l'année. Avec deux annonces qui totalisent 9 nouvelles commandes de métalliers. Voilà, donc un news flow positif pour GTT en ce début d'année. Au rayon des baisses, seules deux sociétés sont puis des baisses marquées. Rexel, moins 2,2% et Nexans, moins 2,1%. Du côté de Rexel, on a eu pourtant des relèvements d'objectifs du BS et de Jeffries. Maintenant, je vais passer au small et mid cap, enfin tout d'abord au mid cap avec un CAC 1060 qui progresse de 1,3%, une progression un peu inférieure donc, aux grands indices, mais cette sous-performance est essentiellement liée au repli de 13,9% d'Abivax. Abivax qui représente plus de 6% de la pondération de l'indice et qui, évidemment, rappelons-le, a été la valeur de l'année 2025 avec une progression de plus de 2000%. En réalité, la baisse la semaine passée était liée à un ralentissement des rumeurs de rachat par Eli Lilly, puisque Eli Lilly a lancé une offre sur un concurrent d'Abivax. Ce matin, tout change puisque le titre Abivax bondit de 28% à la suite justement de rumeurs qui sont relancées. En particulier après un article dans le média La Lettre qui confirme là, pour le coup, l'intérêt d'Eli Lilly pour Abivax, et indiquant même que le groupe le laboratoire serait prêt à investir 15 milliards de dollars, hein, ce qui se compare à une capitalisation qui était de 7,7 milliards pour Abivax. Évidemment, ce matin, cette évolution soutient largement l'indice MID 60. La semaine passée, pour revenir à la semaine passée, il y a eu clairement un effet négatif des biotech, puisqu'on a eu également Nanobiotix qui s'est replié de 6,5%. Donc les deux, le secteur de la biotech qui a porté les indices valeurs moyennes l'année passée subissait quelques prises de bénéfices en ce début d'année 2026. Du côté des hausses, il y a eu quand même pas mal de choses, puisqu'on a eu à peu près 8 valeurs qui progressaient de plus de 10%. Là encore, évidemment, on a le secteur de la défense qui brille, puisque il est très recherché et qu'il y a en plus des annonces de commandes. C'est en particulier le cas sur Excel Technologies,
qui a annoncé plusieurs commandes, dont une significative dans les drones sous-marins pour 40 millions d'euros, ce qui permet au titre de progresser de 30% sur la semaine passée, une hausse de près de 36% depuis le 1er janvier. Juste derrière, on a Exosense qui est également en hausse de 13% et de plus 17% year to date. Autre secteur qui se porte bien, c'est le secteur de l'acier. Au cours du T4, on a eu un très fort rebond, en particulier sur ArcelorMittal dans le CAC 40, hein, qui était la deuxième performance du CAC 40 sur l'année 2025. Et donc ce mouvement profite à Eramet en ce début d'année. Eramet qui est à plus 17% sur la semaine écoulée. Et on a Bank of America qui a relevé son objectif de 64 à 76,5% sur Eramet. Viridian continue son remarquable parcours aussi depuis le second semestre 2025. Et il gagne près de 12%, un peu plus de 12%. Selon Bloomberg, la société pourrait céder son unité de capteur pour réduire sa dette et poursuivre ce mouvement de désendettement. On notera également le rebond de Rémi Cointreau, qui a lui beaucoup souffert en 2025 et qui progresse de plus de 10% sur la semaine écoulée. Le groupe a émis un message plutôt rassurant sur ses objectifs de croissance 2025-2026. Enfin, pour terminer sur les progressions, on a Valneva dans les biotech qui a grimpé de 12,2%. C'est lié à des propos favorables de Stifel sur la valeur. Pour terminer sur les valeurs Smith Caps, on a le CAC Small qui lui est en hausse de 1,5% sur la semaine écoulée, toujours un peu plus de 60% de valeurs en hausse. Parmi les valeurs qui ont pesé sur l'indice, on a donc toujours le secteur des biotech avec DBV qui s'est replié de 7%, DBV qui représente 2,3, un peu plus de 2% de pondération dans l'indice. Et également un repli de près de 10% pour Voltalia dans les énergies renouvelables. Voltalia qui a confirmé son objectif d'EBITDA, mais qui a en revanche annoncé que son objectif de production 2025 ne serait pas atteint en raison d'un taux d'écrêtement constaté sur la fin de l'année qui était bien supérieur aux anticipations, ce qui ne permettra pas donc d'atteindre son objectif 2025 de production. En revanche, sur les capacités en exploitation, on est bien à l'objectif de 3,6 gigas. Voilà pour les valeurs qui ont pesé sur l'indice. Du côté des hausses, en vedette, on a Française de l'énergie qui gagne 11,7%. Le groupe a annoncé la signature d'une convention avec l'État, lui donnant accès à 18 sites miniers supplémentaires dans les Hauts-de-France pour l'exploitation de son activité. Dans les plus faibles pondérations, Equinox affiche une progression de 8,8%. On est à près de 19% sur un mois. Donc il y a un rebond assez significatif du titre depuis après sa chute qui avait été assez spectaculaire après son troisième trimestre, la publication du troisième trimestre, qui était extrêmement décevante, un chiffre d'affaires en baisse de plus de 20%, qui avait entraîné le départ du PDG historique du groupe. Et donc là, on a un news flow qui s'améliore du côté d'Equinox, plusieurs annonces sur le plan à la fois technologique et commercial. Et puis le mouvement se continue ce matin, puisque vendredi, le groupe a annoncé la nomination d'un nouveau directeur général, ce qui redonne de la visibilité sur le titre. Et donc ce matin, le titre gagne encore plus de 5%. Je dirais que le grand rendez-vous sera au cours de la semaine, hein, puisque Equinox va publier son chiffre d'affaires du T4. Un chiffre d'affaires du T4 qui est attendu en croissance séquentielle après donc ce très mauvais T3. Mais ce qu'on attendra, c'est surtout d'avoir des éléments sur la projection 2026, puisque compte tenu de la décroissance embarquée au S2, eh bien,
Il faudrait une très forte inversion de tendance pour que le groupe retrouve la croissance dès 2026. Mais évidemment, c'est là-dessus qu'on attendra le management au cours de la présentation qui aura lieu mercredi soir, pardon. Pour terminer sur les principales valeurs qui ont impacté le CAC Small, il y en a Quadient qui a progressé de 7,7%. Une progression qu'on relie principalement à l'OPA qui a été annoncé sur InPost, l'opérateur de logistique privée polonais côté aux Pays-Bas, et qui est le propriétaire en France du réseau mondial Relais. On reviendra sur InPost dans notre commentaire sur la variation de l'Eurostock Small. Mais donc le titre InPost a bondi de près de 37,5%. Un mouvement qui a été favorable à Quadient. Pour terminer, on notera parmi les pondérations plus significatives Wavestone qui a repris 5,3% sur la dernière semaine. Hors indice, pas mal de choses et de progression assez fortes en ce début d'année, comme c'est souvent d'ailleurs le cas avec des repositionnements sur ces valeurs plus petites et moins liquides. Et donc, parmi ces valeurs, là, on se concentre sur les sociétés qui ont une capitalisation supérieure à 30 millions d'euros. On a Showroom Privé qui a rebondi de 26% sur la semaine passée. On est déjà à 42% year to date. Le groupe qui fait face à une situation bilancielle compliquée à cause de résultats mauvais encore en 2025. Eh bien, en fait, le groupe a cédé sa filiale de braderie au fondateur historique, ce qui donc lui a redonné un peu de souffle au niveau de sa situation bilancielle, et ça lui a permis de signer un protocole de conciliation sur le rééchelonnement de sa dette. Et puis, la semaine passée, en parallèle, on a eu l'annonce d'Eric Citruc qui a porté sa participation à 12,15% du capital, indiquant qu'il ne souhaitait pas prendre le contrôle de la société, mais qui était prêt à poursuivre ses investissements dans une logique de long terme sur la valeur. Donc ça a évidemment entraîné cette nette progression de showroom privé. Parmi les autres hausses, deux IPO, je dirais, assez récentes, Odyssey Technologies qui a bondi de 23%, et Semco de 18,9%. Odyssey qui profite évidemment de son exposition au secteur de la défense, puisque le groupe a réalisé à peu près 9% de son chiffre d'affaires 2024 dans la défense, un pourcentage qui a vocation à évidemment progresser. Le plus gros du business d'Odyssey est fait dans le secteur aéronautique, 65% du chiffre d'affaires. Un secteur qui est également très porteur, et comme on l'a vu en 2025, un secteur qui est très recherché puisque Leasy ou Figeac Aero figurent parmi les principales performances de l'année 2025. Voilà pour les principales évolutions qu'on voulait évoquer ce matin sur les indices small et mid-cap. Sur le français, un petit mot sur l'Europe et l'Eurostock Small qui commence très fort l'année, puisque l'indice progresse de 2,9% sur la semaine, ce qui porte sa performance à 3,5% depuis le 1er janvier. Comme je l'ai évoqué déjà, la performance a été tirée par InPost qui gagne 37,5%. Le groupe a reçu une offre d'un consortium du lequel on n'avait pas encore vraiment tous les éléments, mais qui regrouperait le fondateur et PDG du groupe, ainsi que les fonds Advent et PPF, qui sont déjà au capital du spécialiste de la logistique. Sans surprise et au risque de me répéter, on a évidemment le secteur de la défense qui tire l'indice, puisque Indra Sistemas, le groupe espagnol, est en hausse de 18,1%. Le groupe espagnol a remporté un contrat de 342 millions de dollars pour remplacer le système de radar de la FAA américaine. Depuis le 1er janvier, évidemment c'est encore assez court comme période, mais on a donc un Eurostock Small qui brille avec plus 3,5%. Les indices allemands sont à plus de 5%. La France est en territoire positif, mais pas encore à ces niveaux-là. Le CAC 40 est à plus de 2,6%.
le Next 20 à plus 2,1% et le CAC Mid and Small à plus 1,3%. Ça va me permettre de faire la transition avec notre buy list, une buy list que nous avons un peu remis à jour à l'occasion de la publication de notre rétrospective 2025. Dans cette rétrospective 2025, on s'est également projeté sur 2026 en soulignant plusieurs motifs d'optimisme pour cette année à nos yeux pour les valeurs moyennes françaises. On a notamment trois qui nous paraissent assez... enfin, quatre points qu'on a soulignés dans notre document. En premier lieu, le plan de relance allemand qui va permettre normalement à l'Allemagne de renouer avec une croissance après, après une économie à l'arrêt depuis le Covid, compte tenu de l'exposition du PIB français de plus de 10% aux exportations outre-Rhin. Cet élément devrait avoir des conséquences favorables, on l'espère, pour l'économie française. Et on cherchera évidemment à être exposé à des sociétés intervenant outre-Rhin. C'est le cas dans notre baillul de Jacquet Metals, qui réalise près de 45% pour certaines de ses filiales, 45% de son chiffre d'affaires en Allemagne. Mais on peut penser à une valeur également comme Wavestone, qui n'est pas aujourd'hui dans notre buy list, mais ça fait partie également de ces sociétés small et mid cap françaises très exposées à l'économie allemande. Ça me permet de faire le lien également avec des secteurs qui semblent avoir touché un point bas et qui montrent des signes d'inflexion. C'est le cas des services numériques. En fin d'année, on a eu la réunion du syndicat professionnel Numéum qui a donné ses anticipations pour 2026 à la suite d'une enquête réalisée en septembre-octobre, à la fois auprès des acteurs du secteur et des DSI des grands groupes. Et le syndicat table sur une reprise de la croissance, avec une croissance de 1,4% attendue pour les ESN, un peu plus d'1% pour le conseil en technologie. Et une année 2025 en décroissance. C'est cela qu'on a d'ailleurs trois ESN et sociétés de conseil en technologie dans notre buy list avec Alten, Infotel et Sword actuellement. On pense aussi que le secteur de la consommation discrétionnaire qui a beaucoup souffert l'an dernier pourrait enregistrer une inflexion. On a noté des chiffres qui s'améliorent dans la consommation de la tech avec un retour de la croissance chez LDLC. On a vu dans l'ameublement des chiffres meilleurs au T3 pour Maison du Monde et puis des confirmations de la bonne dynamique chez Vente Unique par exemple. Vente Unique qui tiendra également sa réunion cette semaine et qui permettra d'avoir justement un peu plus d'éléments sur ces tendances. Et puis toujours dans la consommation discrétionnaire, on a Trigano dans les camping-cars qui a renoué avec la croissance sur le dernier trimestre. Tous ces éléments nous font dire que même si on va s'attendre à une reprise spectaculaire de la croissance, on a certainement un point bas qui a été touché. Et avec un peu de visibilité géopolitique et économique et visibilité fiscale en France, on pourrait avoir une reprise de la consommation des ménages, sachant que le taux d'épargne a atteint des records au cours de la dernière année. Enfin, dernier point important pour l'évolution des small et mid cap, c'est je dirais la question de la valorisation. Et malgré une performance positive de plus de 15% du CAC Mid and Small l'an passé, quand on s'intéresse à la médiane, on n'a pas eu de grands changements des valorisations et de réduction significative de la décote des small et mid cap françaises. Elles ont toujours une décote de 20% par rapport à leurs pairs européens et de plus de 30% par rapport aux non-cotés, ce qui nous fait dire qu'il n'y a pas encore, il y a encore de la place pour une revalorisation et une réduction de la décote qui pourrait se faire en 2026 si la visibilité s'améliore légèrement. En conséquence, ce qu'on peut dire, c'est que nous, on a intégré deux valeurs dans la buy list Trigano, qui intègre donc cette liste au vu du retour de la croissance et d'une valorisation qui nous paraît encore largement abordable compte tenu de l'effet de levier sur la rentabilité. Et on a également intégré la valeur grecque Cricri Milk, spécialiste du yaourt grec et de la glace également,
Et voilà, on intègre cette valeur européenne pour également illustrer notre volonté de poursuivre et d'étendre notre suivi aux microcaps européennes. On publiera cette semaine ou en début de semaine prochaine une nouvelle initiation sur une valeur européenne, probablement une société allemande cette fois-ci. Mais donc voilà, c'est toujours notre objectif pour 2026, publier une dizaine d'initiations sur des microcaps européennes. Donc c'est Lizzy et après son remarquable parcours et Ipsos continue à l'inverse de plusieurs déceptions qui sortent de notre buy list. Une buy list qui est en hausse de plus enfin de près de 3% depuis le 1er janvier. Un point rapide sur les publications de la semaine passée. Évidemment, c'est pas la période la plus dense en termes de publication, mais on a eu quand même deux annonces intéressantes. Trigano, bon, j'ai déjà évoqué assez largement, mais on a un retour de la croissance du chiffre d'affaires sur le dernier trimestre. Le marché final est toujours solide et ce retour de la croissance est évidemment lié à la fin du déstockage qui avait lourdement impacté le début de l'exercice passé. Et donc, ça permet au groupe de retrouver la croissance et ça aura des conséquences très favorables sur la rentabilité pour Trigano sur l'exercice 2025-2026 en cours. À l'inverse, bon, pas de bonne surprise sur TFF. On s'attendait à une baisse de l'activité. Ça se confirme. Le pôle vin est à moins 13%, le pôle alcool à moins 36%. Chiffre d'affaires annuel attendu en baisse de 20%. On reste à réduire sur la valeur qui est vraiment comme l'ensemble du secteur des vins et spiritueux doit faire face à une baisse forte d'activité à court terme. En parallèle de ces annonces, il y a eu quand même pas mal d'actualités du côté du M&A également depuis le début de l'année, avec 2 acquisitions annoncées par Séché Environnement, une opération pour Equasens dans la formation des pharmaciens, et puis deux petites opérations en Belgique pour Groupe Guillain en fin d'année 2025. Cette semaine, eh bien, Equinox va inaugurer la session des publications trimestrielles comme c'est l'habitude. Comme je le disais, le T4 est attendu en croissance séquentielle, hein, mais une croissance séquentielle qui veut dire qu'on devrait quand même avoir un repli encore très marqué en glissement annuel hein, de plus de 20% dans la lignée du T3 qui était très mauvais. La direction vient de changer. Et on attend un peu plus de visibilité sur l'année 2026. La semaine sera également marquée par de l'actualité dans le secteur du nautisme, puisque Catana publiera son chiffre d'affaires T1, le chiffre d'affaires T1 qui devrait être encore en repli dans la lignée de ce qui a été publié en 2024-25. On pense qu'il devrait y avoir un repli un peu plus limité que les derniers trimestres, mais dans tous les cas, c'est pas un trimestre très significatif. C'est pas la période la plus importante en termes de livraison. On attendra plus d'éléments sur les prises de commandes qui, on l'espère, retrouveront une meilleure dynamique tout au long de l'exercice 25-26 avec notamment pas mal de sorties de nouveautés. Et donc toujours dans le secteur, jeudi, Fontaine Pajot tiendra sa réunion annuelle. Fontaine Pajot qui est aujourd'hui le titre que nous privilégions dans le secteur, compte tenu d'un résultat qui tiennent bien mieux que Catana et Beneteau, d'un bilan extrêmement solide avec plus de 90 millions de trésorerie nette, près de 100 millions. Et je dirais un plan produit qui nous paraît très pertinent du côté de Fontaine Pajot. Et enfin, évidemment, le dernier élément, c'est la valorisation, avec une valorisation qui nous semble assez ridicule à peine 3 fois le résultat opérationnel courant projeté. Voilà pour les derniers éléments que je voulais vous transmettre ce matin. J'ai fait le tour des dernières publications. Si vous avez des questions, on est évidemment à votre disposition. Et s'il n'y a pas de questions, eh bien, je vais vous remercier encore une fois pour votre présence.
vous souhaiter encore une fois une très bonne année 2026. Et puis, je remercie également les gens qui réécouteront cette conférence en replay. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour eh bien, évoquer ces premières publications des valeurs moyennes qui permettront d'avoir une première tendance sur l'atterrissage 2025, puisque pour rappel, on attend sur 2025 un chiffre d'affaires de manière sur le plan de la médiane du CAC Mid Small en très légère progression de l'ordre de 0,5%, avec en revanche des résultats opérationnels en hausse de l'ordre de 5%. Donc, avec la publication de ces premiers chiffres d'affaires, on verra si l'objectif est atteignable et si les perspectives d'une nouvelle croissance en 2026 seront je dirais, quelque chose qui se renforce pour les valeurs moyennes françaises. Merci beaucoup et à lundi prochain.